Monsieur Oba, est-ce que vous avez aussi des éléments de ce type? En ce qui concerne les transferts de ressources au profit des collectivités, aujourd'hui on a tout transféré en fait. On a plutôt, je le dis tout le temps lors de nos rencontres, on a plutôt transféré des problèmes aux collectivités. Et ces problèmes, ce sont les maires qui les gèrent. Aujourd'hui, des questions de santé, on dit on a transféré. Il parlait tout à l'heure de 1,5 million pour 126 000 habitants. Mais c'est à peu près le même montant que nous recevons pour nos communes. Et quand on prend par exemple l'entretien des ambulances, nous avons en charge l'entretien des ambulances. Quand je prends aujourd'hui une ambulance qui doit parcourir, vous imaginez notre route, la voie qui quitte aujourd'hui de Gounguen jusqu'à la frontière du Niger. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà emprunté cette route. Vous avez une évacuation, c'est la croix et la bannière. Et les ambulances, vous recevez en gros 1 million par an comme frais d'entretien d'une ambulance. Et on dira que le ministère de la Santé va dire nous avons transféré des ressources aux collectivités. Quand l'ambulance ne marche pas, les populations viennent vers la mairie. C'est la mairie qui ne fait pas son travail. Parce que tout le monde dit on a transféré des ressources. L'État a donné. Vous prenez par exemple les CSPS. Vous avez les CSPS. Moi j'ai 5 CSPS et je reçois 80 000 francs par an pour l'entretien des CSPS. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 80 000? L'année surpassée, j'avais 2 CSPS dans lesquels les maternités étaient pratiquement inondées. Nous avons été obligés de refaire ces maternités-là à plus de 9 millions de francs. Quand l'État vous envoie, vous transfère 400 000 pour 5 CSPS pour de l'entretien. Vous êtes obligé de trouver plus de 9 millions de francs dans vos ressources propres pour faire de tels entretiens. L'année dernière, j'ai voulu réhabiliter des infrastructures au sein du centre médical de Kanchari, mais quand j'ai fait le point, il était très difficile pour moi. La seule chose que je pouvais faire, c'était le bâtiment principal du dispensaire. Alors, je l'ai fait à près de 10 millions, avec 400 000 que j'ai reçus de l'État. Et j'ai dû demander pour les salles d'hospitalisation une bonne volonté qui s'est engagée à réhabiliter cela. Et actuellement, la maternité, ça ne va pas. Là encore, j'ai dû monter un projet pour aller vers des partenaires pour négocier la réhabilitation de cette maternité. Nous avons un centre médical avec antenne chirurgicale dont les travaux ont démarré depuis 2013. Et quelques bâtiments ont été construits. Et depuis lors, ça a été suspendu. Il a dit tout à l'heure la question de l'eau. Comment pouvez-vous comprendre que dans un tel projet, que l'on construise, on fasse un château d'eau, on installe le château d'eau et on ne fait pas de forage? J'ai été là aussi encore obligé d'aller vers des bonnes volontés que je salue en passant. Le projet qui nous a aidés à installer un forage là-bas avec, comment on appelle ça, une pompe solaire et tout, pour pouvoir monter l'eau dans le château d'eau. Mais l'infrastructure n'est pas fonctionnelle parce que tout simplement, les travaux, enfin les autres bâtiments annexes n'ont pas été construits, il n'y a pas d'équipement. Donc les bâtiments sont là, on ne peut pas les utiliser. Et vous voyez aujourd'hui, lorsque vous avez un malade, l'hôpital le plus proche se trouve à 150 km avec un état piteux de la route. Et par moment, vous avez une ambulance qui est en panne. Qu'est-ce qu'on fait? Les populations souffrent. Et je pense que tout cela, quand on parle de transfert, c'est des choses qu'il faut voir. En 2017, j'ai reçu, je pense, pour la réhabilitation des forages, nous avons reçu 16 millions. Et depuis 2017, nous n'avons plus jamais rien reçu pour réhabiliter des forages. Les forages, ça se réhabilite. On dit on a transféré, donc eau et assainissement, ça a été transféré aux collectivités. Mais c'est quoi? Les forages, les gens sont toujours à Ouagadougou, ils font les forages pour les collectivités. Et ça a toujours été décrié. Au niveau même de l'AMBF, on l'a toujours décrié. Donc c'est des situations qu'il faut, comme il a dit, chacun n'a qu'à rester dans son rôle.
les collectivités dans leur rôle, sinon on en a transféré, qu'on laisse les collectivités faire le travail. Le pouvoir central son travail et chacun dans son rôle. Et comme ça, ensemble, avec les populations sur le terrain, on verra ce que ça va donner. Parce que l'autre problème aussi avec la décentralisation, ce n'est pas uniquement les questions de transfert de ressources. Il y a aussi les questions de transfert de compétences. Il y a les transferts de compétences. Et au-delà de cela aussi, nos textes. Il faut avoir le courage de dire que nos textes sont inadaptés. Aujourd'hui, nous sommes un des seuls pays dans la sous-région, dans l'espace UEMOA, qui pratique encore le contrôle a priori. Le contrôle a priori, ça veut dire que moi, en tant que maire, même si je veux dépenser 5 francs de mon budget, je suis obligé de préparer des documents, envoyer ça au service déconcentré pour qu'ils approuvent, qu'ils signent avant que je puisse avoir ces 5 francs. Donc imaginez un peu toute la chaîne pour pouvoir effectuer une petite dépense. On nous a parlé du 3e cycle de la décentralisation. Mais ça y est où? Qu'est-ce qui a changé? Rien. Les communes ne peuvent même pas avoir accès à des ressources. Je vous donne un exemple. Si par exemple, moi, au niveau de mon marché à bétail et de mon abattoir, je sais que chaque année, j'arrive à mobiliser, je ne sais pas moi, 50 millions. Moi, aujourd'hui, je ne peux même pas ouvrir un compte dans une banque commerciale avec les garanties avec le marché à bétail et l'abattoir pour pouvoir accès à des ressources substantielles pour réaliser des investissements substantiels. Parce que quand tu as 40 millions, tu peux faire que pour 40 millions. Dans d'autres pays, on permet, sur la base de ce que vous avez mobilisé comme ressources propres l'année précédente, avec les banques commerciales, l'État se pose en garant pour vous permettre d'emprunter pour réaliser des investissements. Mais chez nous ici, non. C'est-à-dire que c'est un cercle qui est fermé. Donc on veut une chose et son contraire. Soit on décentralise comme il faut, ou on dit, on peut prendre un décret, on dit non, la décentralisation c'est fini dans le Burkina, on donne à l'État central, et chacun s'assoit et chacun s'assume. Je suis très heureux quand on débouche sur la décentralisation parce que je pense que, puisqu'on est sur les solutions, c'est l'une des solutions. Mais avant, c'est le problème, comme les maires l'ont dit. Parce que quand vous regardez la philosophie du programme d'urgence pour le Sahel, qui a été un programme réadapté avec un élargissement de son périmètre pour rejoindre aujourd'hui quasiment plusieurs autres régions qui sont affectées, c'est une excellente chose. Et moi, je pense que quand vous voyez la philosophie, vous dites, OK, on a compris le problème. On a compris qu'il y a des populations qui se sentent complètement délaissées. Il y a des populations qui sont dans une sorte de désert des républiques, qui ont des problèmes socio-économiques tellement graves qu'elles sont donc tellement faciles à embarquer par n'importe quel aventuriste qui arrive avec quelques motos pour les jeunes ou quelques ressources. Mais quand vous regardez, nous on l'a analysé à l'Institut Free Afrique, le programme d'urgence pour le Sahel, peut-être que le député maire a oublié qu'un jour, on a eu une discussion dans le cadre de cette évaluation que nous avons eue. L'un des premiers problèmes qu'on a avec ce programme, qui est symptomatique de la décentralisation au Burkina Faso, c'est qu'il a été pensé dans les ministères centraux sans associer personne au niveau local, en gros, quasiment personne. Cela veut dire quoi? Le maire de Dorim l'a dit un jour, il est assis et on l'appelle pour lui dire, dans le cadre du programme d'urgence du Sahel, on veut installer un dispensaire chez vous. Où est-ce qu'on va l'installer? Où est le terrain chez vous? Donc, il n'y a pas eu une enquête préalable auprès des collectivités pour leur demander où sont les problèmes concrets que vous avez, où sont les problèmes socio-économiques, les problèmes communautaires que l'État central peut permettre de résoudre avec ce programme d'urgence pour essayer de colmater les brèches. Il n'y a pas eu cette enquête. Et en conséquence, la pertinence du programme est posée. Un paramètre critique, la localisation des investissements. Où est-ce qu'on met l'investissement? Comment voulez-vous savoir à partir de Ouagadougou où est-ce qu'il faut creuser un puits supplémentaire? Où est-ce qu'il faut faire un forage? Est-ce qu'il faut faire un forage? Est-ce qu'il faut réhabiliter celui existant? Comment voulez-vous savoir ça? Donc ça, c'est un véritable problème qui me fait penser que le souffle qu'on doit donner à la décentralisation est vraiment requis. Maintenant, puisqu'on est toujours sur les solutions, je veux dire que une chose importante à faire, c'est de considérer que, je l'ai dit au début, que pour nous, la question de la dérive des conflits communautaires aujourd'hui nous préoccupe beaucoup. Pour nous, c'est un piège terroriste. Les terroristes sont convaincus que si elles arrivent à nous opposer, si elles arrivent à nous permettre de nous entre-déchirer, elles auront un climat tout à fait favorable pour s'installer. Cela explique qu'un groupe terroriste
international fait une publication après Yirgou pour dire « Désormais, je me pose en défenseur des Peuls ». Mais ils s'en foutent des Peuls, ce n'est pas l'objet. Cela explique que le cycle de violence actuel, de représailles, quand une communauté est affectée, il suffit simplement qu'un petit Mouaga fasse quelque chose dans un environnement, il y a un représailles contre les Mouaga ou contre les Peuls, ainsi de suite. Ce cycle-là, si on ne l'arrête pas, il faut savoir qu'on est dans un piège terroriste. Ça, c'est une première piste qui me paraît importante. La deuxième chose que je vais indiquer en termes de réponse, de solution, c'est de dire que, au fond, finalement, pourquoi les politiques publiques ne sont pas à la hauteur? J'avais parlé de l'asymétrie du ressenti de l'insécurité. C'est pas seulement le ressenti, de la géographie objective de l'insécurité. Puisque les lieux de pouvoir ne le ressentent pas comme tel, comme étant le défi principal du pays, ils ne se mobilisent pas. Donc il est extrêmement important qu'on puisse construire une opinion publique qui le leur appelle. Observez une chose, vous avez posé une question sur les élections aux députés maires, je sais qu'il n'est pas de cette tendance, mais en gros, la société politique est d'accord pour aller aux élections coûte que coûte. D'où mon propos, j'ai fait une tribune où je dis « la patrouille à bord, nous voterons ». En gros, c'est comme si c'est ce que la société politique nous dit. Coûte que coûte, on va aux élections, on a entendu des gens dire il n'est pas question qu'on ne vote pas, on s'en fout de ce qui se passe en gros, qu'il y ait 800 000 déplacés, qu'il y ait 2 millions de personnes en détresse alimentaire, qu'on ait des signaux qui nous disent qu'il est possible qu'on rapte des gens en campagne quand ça va se faire, comme ça a été le cas au Mali. Ça ne préoccupe personne, c'est la patrouille à mort, nous voterons. Donc ça, c'est vraiment une dérive qui montre que la société politique, quasi majoritairement, est dans une situation où elle a tourné de la priorité nationale. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire les élections, mais c'est symptomatique de ce que cette question de l'insécurité, de la dérive des conflits communautaires n'est pas au top des priorités. Il faut donc que l'opinion publique soit constituée. Et le débat que nous faisons là, c'est ça aussi qu'on essaie de viser. Il est extrêmement important que les intellectuels, j'ai la prestation d'en faire partie, il est extrêmement important que les intellectuels jouent ce rôle. De dire les paroles de vérité indispensables, de dire les analyses qui permettent de voir où sont les priorités nationales et où sont les priorités secondaires, de mobiliser la société. Il est extrêmement important que les leaders d'opinion, nos chefs traditionnels, s'il y en a encore qui ont de la valeur, comme je pense qu'il y en a, les autorités religieuses, et c'est le cas, en parenthèse, de saluer une chose très belle qui se passe à Dori, qui montre en gros ce qu'on doit faire. Il y a cette formidable alliance entre les croyants à Dori qui fait un travail, l'Union fraternelle des croyants de Dori, qui fait un travail extraordinaire de résilience, qui nous montre la piste. C'est une initiative locale qui est très bien faite, qui nous montre ce qu'il nous faudrait faire au niveau national. Donc cette capacité que nous aurons à nous mobiliser tous, toute la société, pour faire en sorte que, même si Ouagadougou est à l'abri depuis quelques semestres, et on le souhaite que ça continue ainsi, que la question majeure qui est posée au pays, c'est la question de l'insécurité, de sorte qu'on ait ça. Mais on n'a pas suffisamment parlé des forces de défense et de sécurité, je m'en voudrais de ne pas dire 2 mots là-dessus. Nous avons insisté, nous avons tout à fait eu raison, de dire qu'on ne pourra pas sortir de l'insécurité si on a un traitement sécuritaire, militaire et policier, et uniquement cela. Mais cela étant, on ne pourra pas se passer d'un traitement sécuritaire. Nous avons besoin que la gouvernance sécuritaire revienne à un niveau qui soit équivalent au niveau du drame. Je l'ai indiqué, j'ai trouvé que le propos du ministre de la Défense, quand il a fait la passation de charge pour être ministre de la Défense, ministre chargé de la Défense, de dire que sa priorité va être de gagner les populations, j'ai trouvé que c'était plein de bon sens. Et j'ai trouvé que c'est la direction. Mais j'observe que sur le terrain, ce n'est pas ce que nous constatons. Et c'est là le problème. Il est extrêmement important qu'on se rende compte que nulle part dans le monde, nulle part dans l'histoire, on a gagné une telle guerre contre les populations. On la gagnera toujours avec les populations. On le dit toujours avec des mots, mais ce n'est que comme cela que ça peut se gagner. Mais, encore une fois, les forces de défense et de sécurité sont les forces régaliennes de sécurité. On ne peut pas gagner cette guerre avec des volontaires formés au pis-aller pendant 2 semaines. Parce que qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'on a fait pendant 4 ans une guerre à des terroristes qu'on n'a pas pu vaincre et que la situation se dégrade avec des hommes qui sont formés pour ça, qui ont une éthique en principe pour cela, qui ont fait des années de formation au métier des armes, qu'on n'y est pas arrivé, et que finalement l'armée qui va le faire, c'est l'armée de gens qui ont été formés en 2 semaines à qui on a donné des armes. J'ai peur que ces volontaires ne soient une partie du problème demain. J'espère que ça va permettre de stabiliser, mais je crois que ça peut être une partie du problème parce que vous n'allez pas considérer que
malgré la gravité, en quelques jours, on peut apprendre les métiers des armes à des gens, leur donner l'essentiel qu'il faut en termes d'éthique, en termes de comportement, et pouvoir obtenir quelque chose. Donc là également, la formation, l'équipement des forces de sécurité et de défense, parce que quand vous regardez, elles sont aussi des victimes très sérieuses. Les nombres de gendarmes, de policiers, de militaires qui sautaient il y a une année sur les mines à l'aise, qui sont aujourd'hui raptés, ainsi de suite, c'est extrêmement grave. C'est lié au fait, on a travaillé sur les politiques sécuritaires Free Afrique, que la gouvernance sécuritaire est loin d'être au nord. J'ai peur que ce qui arrive au Niger, avec des dénonciations graves, des détournements de dizaines de milliards de francs CFA dans le secteur de la sécurité et de la défense, j'ai peur que dans 2-3 ans, on aille vers quelque chose comme ça. Parce que, a priori, je ne crois pas qu'on soit sur la question beaucoup mieux géré que le Niger. Donc ça voudrait dire qu'il y a des ressources qui sont là, mais qui ne sont pas dédiées aux besoins précis, aux besoins de renforcement des moyens des forces de défense et de sécurité. Il nous reste 25 minutes de débat. On a recueilli des questions. Donc, oui, non, monsieur Diallo, vous, déjà, c'est certaines personnes qui nous le demandaient, quel est votre regard sur ces volontaires de défense de la patrie? Pensez-vous qu'ils constituent une solution ou qu'ils soient une partie du problème de l'enlisement de la situation dans la partie sahélienne et même dans l'est du Burkina Faso? Sur le principe de la participation citoyenne à la question sécuritaire, le principe, il est bon. On ne peut pas penser que dans notre pays, comme l'a si bien dit le docteur, qu'on peut régler les questions sécuritaires avec seulement les effectifs que nous avons au niveau des forces de défense et de sécurité. Il faut que tout le monde participe. On ne peut pas mettre des postes de police ou de gendarmerie dans chaque village, chaque recoin de notre pays. Donc c'est important qu'il y ait cette participation. Maintenant, la forme de la participation pose problème. La question des volontaires de la paix, sur papier, on peut trouver un dire, un redire, mais malheureusement, on trouve encore beaucoup plus à en dire sur le terrain, sur la pratique, sur la manière dont c'est mis en œuvre. Nous, au niveau de la commune, on n'a pas de volontaires de la paix, mais pour ce qui nous revient dans les communes, volontaires de la défense de la patrie, pour ce qui nous revient sur ce qui se passe par exemple à Gorgadi, où il n'y a même pas 2 semaines, j'ai dû interpeller le haut-commissaire, parce que les cas des accusations, vraiment des allégations, on va le dire ici, des allégations d'exaction de ces volontaires sont récurrents. Et dans certaines zones, surtout dans la zone de Gorgadi et même dans la zone d'Arbinda, on les accuse même de vol de bétail et d'exaction sur les populations. Donc on se pose des questions un peu sur ces jolis textes qui ont été présentés à l'Assemblée nationale. Moi déjà ces textes, j'ai un problème avec ça. Parce que moi, pour moi, la participation citoyenne à la sécurité ne peut pas forcément se faire avec les armes. Faut pas les faire penser qui sont des militaires, qui sont des forces de défense et de sécurité, parce que vous les voyez, comme à Tawalbougou, je les ai vus avec des Kalachnikov, mais vous en faites des cibles parfaites, comme on a vu ce qui s'est passé dans le centre-nord, sans qu'il n'ait, en 2 semaines, sans qu'il n'ait les rudiments nécessaires pour être des agents de sécurité proprement dit. Vous pouvez demander à chaque village de participer à la sécurité. Vous pouvez demander à chaque communauté de participer à la sécurité, mais sans exposer non plus ces populations. Et surtout, ce que vous osez exposer, il faut quand même les encadrer. Il faut les encadrer. Ce que nous voyons, par exemple, le cas de Tawalbougou qui défraie la chronique, même encore ce matin, nous avons reçu des informations en disant qu'il y a eu des attaques, il y a eu des meurtres qui ont été commis par ces volontaires. Comment ces volontaires ont été choisis? J'ai eu à poser la question lors du discours du Premier ministre à l'Assemblée. J'ai été spécifique sur le cas de Tawalbougou parce que ce que j'ai constaté là-bas, beaucoup de leaders communautaires, beaucoup d'élus n'ont pas été associés à la sélection de ces volontaires. Et même que ces volontaires à Tawalbougou ne représentent pas les diversités ethniques que vous avez, les diversités communautaires que vous avez au niveau de la localité là-bas. Donc ça pose déjà un problème de leur acceptation.
Si vous avez 4-5 groupes ethniques dans une localité, mais que les volontaires, curieusement, viennent seulement d'un groupe ethnique ou de deux, ça pose un problème par rapport à leur légitimité, à leur représentativité, à leur acceptation par les gens qui sont censés protéger. Donc, c'est l'exemple précis dont je peux parler. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Il se peut qu'il y ait dans des endroits ailleurs dans le pays où le mécanisme de sélection de ces volontaires, leur formation, a été fait comme il se doit et que ces gens-là participent à la sécurité. Je ne leur retire pas ce crédit. Mais pour les cas que j'ai constatés, à Tawalbougou de mes propres yeux et à Gorgadji, qui est une commune qui est à 40 km de Dori, et c'est les informations qui nous reviennent aussi sur la situation à Arbinda, on se pose des questions. À Gorgadji, les autorités locales, beaucoup se sont réfugiés à Dori, mais pour celles qui sont encore là-bas, n'ont même pas été associées au processus de sélection de ces volontaires. Monsieur Oba, il y a ces questions qui se posent. Par exemple, une des personnes qui nous suivent qui demande quelle pédagogie il faut mettre en place pour neutraliser au plus vite l'esprit de stigmatisation. À ce niveau, c'est une question de s'asseoir, de se parler. Nous l'avons déjà dit. C'est des communautés qui ont toujours vécu ensemble. Les gens ont toujours vécu ensemble. Et même dans le cadre des conflits qu'on avait toujours connus, habituels, tels que les conflits communautaires dus aux questions de terre ou les questions d'agriculteurs-éleveurs pour des questions de passage, les pistes, comment on appelle ça, les pistes pastorales, voilà, qui ont été tracées par moments. Voilà, et donc je sais qu'il y a eu des conflits par rapport à ça. Alors, c'est parce que quelquefois, il manque ce dialogue entre les personnes. Et lorsque l'on arrive à s'asseoir pour discuter, on met les personnes qu'il faut, parce qu'il ne faut pas aussi, dans une situation comme ça, amener des gens qui ont déjà des partis pris. Parce qu'il faut que, lorsqu'on va dans une discussion de ce genre, dans le règlement d'un tel conflit, voilà, où on doit dialoguer, il faut que chacun parte sans passion. Et en se mettant à l'idée que ce pourquoi nous sommes là-bas, dans ce cadre-là, c'est vraiment, nous visons tous l'intérêt général. Il y a eu des problèmes qui ont fait que nous sommes dans une situation de crise. Maintenant, nous voulons sortir de cette situation de crise-là pour repartir à notre situation d'antan. Oui, là, le cas de figure que vous donnez, c'est celui de l'hyper-local. Dans une localité où ça se passe aujourd'hui, ce que nous remarquons en termes de stigmatisation au Burkina, c'est que les faits sont en train de devenir, d'avoir une portée nationale, notamment sur les réseaux sociaux, où vous avez presque des armées qui se constituent dans des groupes pour défendre leur appartenance ethnique. Comment nous faisons? Bon, vous savez que à ce niveau, personnellement, je ne suis pas réseaux sociaux. Parce que, vous verrez bien, je ne suis pas sur Facebook. Parce qu'il y a des choses que je n'aime pas lire. Ça, c'est ma décision personnelle. J'ai décidé de ne pas aller sur Facebook chercher des informations. Oui, mais même que dans les médias classiques, de plus en plus, donc, on entend ce type de messages. Je pense que parfois, il y en a qui ne vont pas à la source de l'information avant de se prononcer. Alors, on a vu quelque chose sur Facebook, on commence à faire des commentaires, sans vraiment aller à la source de l'information. Et moi, j'invite tout un chacun, quel que soit son niveau, quel que soit l'endroit où il se trouve, que lorsqu'il y a de telles informations, que l'on vérifie d'abord la véracité de la chose, l'authenticité de cette information, avant de faire des commentaires. Et quelquefois, le simple petit mot peut amener une grande crise et ça peut déstabiliser toute une nation. Et je crois qu'à ce niveau, il faut que toute personne qui manipule l'information, surtout les médias, qui sont des professionnels, qui ont été formés pour ça, il faut qu'ils revoient leur façon de traiter certaines informations. Et ça va certainement nous accompagner, ça va être d'un grand soutien, en tout cas dans cette recherche, dans cette quête de comment on appelle ça,
d'une harmonie sociale, d'un mieux vivre ensemble. Il faut déjà qu'on se rappelle, en fait, le docteur l'a dit tout à l'heure, les terroristes nous ont tendu un piège et on est rentré dedans les pieds joints. Les pieds joints, les bras joints. Ils profitent de la fragilisation du tissu social. Ils en profitent. Et donc, comme ils l'ont fait partout dans le monde, partout dans ces genres de situations, il faut créer des conflits entre les communautés. Il faut déstabiliser, il faut diviser. Et ils ont réussi à le faire. C'est un constat. C'est regrettable, mais ils ont réussi à le faire. Et comment on remonte le courant? Il faut que, moi, par exemple, je dirais à l'État central, appelez tous les leaders coutumiers, tous les leaders religieux, asseyez-les dans une salle, asseyez-les tous dans une salle, dites-leur, la cohésion sociale, vous avez toujours été le socle de cette cohésion sociale que nous avons dans notre pays. Assumez cette responsabilité, trouvez-nous des solutions pour en sortir. Et à partir de là, au niveau des différentes provinces, au niveau des différentes régions, on peut organiser des dialogues. Les gens vont s'asseoir tous dans une même salle. Fermez la salle à double tour. Dites que vous n'aurez pas trouvé de solution, personne ne sort d'ici. Tout le monde va parler. Voilà ce que nous reproche à tant, voilà ce qu'on reproche à telle personne, telle personne, telle personne. Et voilà quelles sont les solutions. Et quand ces communautés-là vont parler, après, on appelle l'État, on dit bon, voilà ce que nous avons arrêté ensemble. Ensemble pour ce tissu social. Il ne suffit pas de s'asseoir à Ouaga, de faire des déclarations à la presse, d'attendre qu'il y ait un drame. Oui, non. Concrètement, qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Demandez-moi en tant que maire. Aujourd'hui, je regrette de le dire, moi j'ai l'impression que même les ONG, la société civile, surtout les ONG internationales, se préoccupent plus de la cohésion sociale que notre État central. Je leur demande de me prouver le contraire. Je leur demande de me dire c'est quand la dernière fois, par exemple, qu'ils ont organisé des forats de discussions, d'échanges intercommunautaires au niveau des communes, au niveau des régions. Surtout ces régions-là qui sont fragilisées aujourd'hui. On dirait qu'on a laissé ça maintenant à la responsabilité des ONG, des organismes internationaux, et ainsi de suite, qui passent le temps à écrire, et parfois même qui écrivent sans forcément avoir les données qu'il faut. Mais l'État a une responsabilité là-dessus. Mais il faut assumer cette responsabilité. Enfermer les gens, les communautés, là. Il n'y a pas de nouvelles communautés qui naissent au Burkina. On les connaît toutes. On sait toutes où elles sont établies. Si vous arrivez dans une commune, vous arrivez dans une province, vous avez la liste. Asseyez-les, les leaders, là, on les connaît. Personne ne se fait leader d'une communauté du jour au lendemain. Asseyez-les. Dites-leur, c'est votre responsabilité. Dans notre pays, c'est toujours vous qui avez joué ce rôle-là. Aujourd'hui, là où nous sommes, on ne peut pas continuer comme ça. Enfermez-les dans une maison, dites-leur, trouvez-nous des solutions. Quand ce dialogue-là va avoir lieu au niveau des communautés, au niveau des provinces, au niveau des régions, mais la solution sera toute trouvée. Oui, je vais dire quelque chose sur la stigmatisation aussi. Je trouve qu'on est au cœur d'un problème très très important. Pour moi, c'est le plus important du pays aujourd'hui. Le défi terroriste est grave, les formes d'insécurité que nous avons sont extrêmement graves, mais le plus grand danger qui pèse sur la nation, c'est les conflits communautaires, c'est le déchirement communautaire. Je suis d'accord avec le député maire de Dori que les politiques n'ont pas joué leur rôle à 100% là-dessus. Bien au contraire, souvent, ils ont aggravé. Vous voyez ce qui se passe à l'Est avec la chefferie, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'investissement politicien dans ces chefferies-là, notamment dans leur renouvellement, qui sape leur crédibilité, qui divise les communautés plutôt que de les stabiliser, a fortiori de créer l'élan national. Ça, c'est un. Mais je veux battre ma coulpe de chercheur également. Je pense que sur la question... Ce n'est pas parce que je suis chercheur que je le dis. Le pays a besoin que les intellectuels soient à la pointe. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment prendre le temps de faire cette pédagogie. Il y a beaucoup de gens dans notre pays qui sont dans la stigmatisation de l'autre, qui en sont victimes, qui reproduisent ça, mais qui sont des gens bien, à la base. Qui ne sont pas des racistes au départ, qui ne sont pas des personnes méchantes. Qui ont ce que j'appelle un défaut de raisonnement, qui aboutit à des positions erronées, mais qui sont leurs convictions. Il faut faire un travail de pédagogie pour déconstruire cela. Et je vais prendre 2 minutes là-dessus, parce que je pense qu'on est au cœur de quelque chose d'extrêmement important.
Quand j'étais étudiant en thèse d'économie, j'avais de temps en temps, j'allais suivre un cours de philosophie d'un ami qui était professeur de philosophie. Et j'ai suivi un cours avec lui sur le racisme. Et dans son cours, il expliquait, et dans un ouvrage du reste qu'il a produit, le philosophe Godard, il expliquait que tous les racismes commencent par un point précis, qui est celui de considérer que dans une communauté, un individu égale strictement un autre. Ça veut dire que le racisme anti-juif, pour les nazis, c'est de dire un juif égale un autre juif. Il n'y a pas un juif moins intelligent, un juif plus humaniste qu'un autre. Un juif égale un autre juif. Tous les racismes, toutes les stigmatisations communautaires ont ça en commun. Cela explique que, au Burkina Faso, vous avez vu plein de situations dans lesquelles on dit qu'un jeune Peul a posé un acte et il y a eu des représailles contre tous les Peuls de la localité. On dit qu'un gourmatier a posé un acte, il y a eu des représailles contre tous les gourmatiers. Ça veut dire quoi? Que dans la tête des gens, un Moussi égale un Moussi. Un Moussi n'est pas différent d'un autre. Un Peul égale un Peul, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est nier toute la subjectivité d'une personne. Qu'est-ce qui fait de toi une personne? C'est précisément parce que tu n'es pas un élément mathématique. Dans la famille, nous savons très bien que mon frère et moi, on peut avoir tout le capital génétique commun que vous souhaitez, mais on sait combien nous sommes différents. Et du reste, des fois, nous allons sortir pour trouver des gens avec lesquels nous sommes plus proches que dans notre famille. Ça, c'est extrêmement important. Je vais vous donner une illustration de comment la stigmatisation fonctionne. Dans un cours de méthodologie que j'ai eu à l'université, où je parlais des biais, comment on fait, comme un étudiant qui est jeune chercheur en devenir, comment il fait pour distinguer une connaissance d'une connaissance biaisée. Et j'ai donné une illustration, j'ai dit, voici ce qui s'est passé à Nassumbu. Des militaires, des gendarmes ont été attaqués, des gendarmes sont morts, 12 personnes ont été tuées. Et puis, quelques heures après, des gendarmes dans le ratissage ont trouvé un jeune avec une arme qu'ils ont arrêté. Et le jeune, de ce que le gendarme qui s'appelle Sawadogo m'a rapporté, m'a dit qu'il parle poulard. Et j'ai dit, écrivez-moi sur votre papier, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut dire sur l'origine, en gros, la population terroriste. Je vous dis, pour des masters recherche, certains de mes étudiants ont dit, ça veut dire que les Peuls sont terroristes. Et j'ai eu très peu de réponses qui ont dit, ce que je pense qui est juste, qu'on a eu une information qui parle d'un présumé terroriste qui, à ce qu'on dit, parlerait le poulard. Parce que, comme l'autre, on n'est pas sûr qui parle Peul, on ne sait pas si c'est vraiment le Peul que le gars parle. Donc, cette distinction entre les faits et leur interprétation, et charger les faits de ces interprétations est quelque chose de fondamental. Et c'est ça le travail des intellectuels dans la société, de construire. Je donne une illustration. Nous avons, dans notre pays, en gros 3,5 millions de Peuls. Ceux qui pensent que les Peuls sont les terroristes, si on avait 3 millions de terroristes, ça se saurait. Tout de suite, ça se saurait. Donc, c'est vraiment un travail très important où les intellectuels ont un rôle important à jouer. Maintenant, puisqu'il semble qu'on a très peu de temps, je voudrais quand même revenir sur 2 points importants qui me paraissent être des éléments de réponse toujours à comment faire nation. Le premier point, c'est de dire qu'on ne peut pas éteindre l'insécurité sans en voir les racines économiques, on l'a dit. Mais aussi comment les acteurs de l'insécurité se nourrissent économiquement. À l'Est, aujourd'hui, il y a des enquêtes très sérieuses qui nous indiquent très clairement que les terroristes contrôlent des trous d'exploitation artisanale de l'or et en conséquence qu'ils se ravitaillent, ils font leur fortune, ils financent leur guerre avec cela. Il y a des enquêtes très sérieuses, y compris dans une institution publique qui va la sortir peut-être dans quelques semaines, qui indiquent très clairement qu'il y a du trafic de sang qui s'est fait avec des ramifications jusqu'à Ouagadougou qui alimentent les terroristes. C'est des moyens extrêmement puissants pour éteindre ces activités de violence parce que si elles ne sont plus en capacité de se nourrir économiquement, financièrement, elles vont être moins virulentes. La dernière idée que je vais indiquer, qui est une idée de recherche de Free Afrique, c'est de considérer ceci. Puisqu'on dit qu'on ne va pas avoir de sécurité durable si on ne l'inscrit pas dans une perspective de prospérité économique au niveau local. Observons ceci. Nous avons, en moins d'une année, on a construit 800 000 déplacés. Vous savez ce que ça veut dire? 800 000 déplacés, ça veut dire 7 fois une ville comme Dori. Il y a des villes qui ont vu leur population tripler comme Kaya en moins d'une année. Malheureusement, ces déplacés ne vont pas repartir dans une année, ni dans 2 ans.
On peut même penser qu'il y a des situations où une partie ne va plus repartir. Parce que les questions de sécurité, on ne peut pas pour être pessimiste, mais on ne va pas en sortir dans quelques mois. Même quand on va en sortir, si certaines populations ont trouvé un minimum de confort quelque part, elles vont y rester. Il faut en faire une opportunité. Il faut prendre opportunité de ces mouvements de création de nouvelles villes secondaires, de renforcement des villes pour créer une dynamique économique. Comment? Il faut considérer que si une ville comme Kaya voit sa population tripler en l'espace d'une année, ça veut dire qu'elle a aussi une population qui a des besoins socio-économiques. Il faut y organiser tout de suite la production. Il ne faut pas juste faire des camps de réfugiés, des déplacés pour leur donner de l'alimentation simplement. Dans l'urgence, ça c'est important. Mais il faut tout de suite se dire, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Comment on construit, on organise la production, la mise en production, dans l'activité productive de ces acteurs économiques pour faire face aux besoins économiques de la ville, de Kaya, mais pas seulement des autres villes. Et à ce niveau, je crois que la solidarité qui est attendue des autres parties du pays, ce n'est pas seulement de cotiser les moyens pour acheter quelques sacs de riz envoyés à Kaya ou ailleurs. C'est aussi de commander les productions qui viendraient de là-bas. S'il y a des éleveurs qui s'installent en périphérie de Kaya, qui sont des populations déplacées, il faut qu'elles alimentent les villes comme Ouagadougou, qui sont en paix aujourd'hui, où le pouvoir d'achat est important. C'est comme ça qu'on va permettre de construire la nation au plan économique, c'est-à-dire de faire en sorte que les localités de l'intérieur sont dépendantes des localités, des villes centrales, qui elles aussi en sont dépendantes, de sorte que l'interdépendance crée une situation où, si moi je me lève le matin et que je ne peux pas boire le lait, si c'est le lait de Dori, le lait de Djibo que je prenais au petit déjeuner, j'allais être plus concerné par l'insécurité aujourd'hui. Mais quel que soit ce qui se passe à Djibo, Djibo est quasiment inatteignable par Titao depuis plus d'une année et demie, ça ne m'affecte pas parce qu'à Ouagadougou, si je dois boire le lait, ça viendra d'ailleurs. Donc c'est comme cela qu'on va permettre de faire en sorte que la dynamique de prospérité se construise. Je finis sur cette idée, on ne peut pas fermer les yeux sur ça. Pourquoi? Parce que ça peut être les poudrières de demain. Si vous avez une ville qui a triplé de taille en termes de population, demain il va y avoir de la stigmatisation, mais en réalité le mobile sera économique. Vous avez des populations qui avaient un forage pour 500 habitants, elles se retrouvent aujourd'hui avec le même forage pour 1000 habitants. Demain la bagarre qui va commencer, ce n'est pas une bagarre ethnique, c'est une bagarre pour la ressource. Donc il faut aujourd'hui que les politiques économiques construisent des dynamiques de prospérité, au moins là où la sécurité existe, pour qu'on stabilise ces régions et qu'on ait une dynamique qui puisse permettre de repartir sur l'ensemble du territoire. Alors le public qui nous suit aussi a eu des questions à l'endroit des panélistes du soir. La première question est pour M. Ouba. Quelles sont les relations aujourd'hui dans votre localité entre les communautés Gourmaché et Peul quand on a vu ce qui s'est passé dans d'autres régions du Burkina et même à Tanwalbougou à côté où des populations Peul ont été prises pour cible? Aujourd'hui, la question de cohabitation entre Peul et Gourmaché, ça s'est toujours bien passé du moment où ces deux populations parlent couramment, chacune la langue de l'autre. Il y a même des mariages, donc des liens de mariage entre ces deux communautés. Donc, et c'est des communautés qui vivent ensemble. Alors, en ce qui concerne notre commune, la commune de Kanchari, pour laquelle je connais mieux, voilà, je sais que, en tout cas, il n'y a pas de problème à ce niveau. Les gens continuent de se fréquenter. C'est vrai que bon, les petits conflits éleveurs-agriculteurs, ça ne manque pas, ça c'est un peu partout. Même entre ethnies, personnes de la même ethnie, ça c'est des choses qui arrivent. Donc bon, les gens diront que généralement les Peuls sont éleveurs, les autres ethnies agriculteurs, ça peut arriver. Mais c'est en général des petits conflits qui, bon, après échange, dialogue, on trouve toujours des solutions. Donc, hormis ces petits trucs, bon, en tout cas, les gens vivent en parfaite harmonie pour le moment. Voilà. Il y a plus d'une année de cela, l'armée burkinabé menait sa plus grande opération militaire sur son territoire. C'était l'opération Otapuano. Aujourd'hui, avec la recrudescence des attaques dans la zone de l'Est, une question qui vous a été posée, que reste-t-il de l'opération Otapuano? Alors, je crois qu'à ce niveau, beaucoup de personnes
ont évoqué la possibilité, enfin ont sollicité, disons, la population de la région de l'Est ont sollicité une autre opération. C'est vrai que l'opération Taponou a été vraiment, en son temps, une réussite. Mais vous savez que, comme on le dit, la nature a horreur du vide. Alors, l'opération a été une réussite, un succès, mais malheureusement, tout de suite après, on n'a pas occupé le terrain. Donc, le maillage sécuritaire au niveau de la région n'avait pas été ça. Et comme le maire de Dori l'a dit tout à l'heure, les FDS font un bon travail. Il va être difficile, effectivement, que l'on puisse installer comment on appelle ça, des militaires partout. Des militaires partout, des postes de police dans tous les villages. Maintenant, il appartient effectivement aux populations. C'est pourquoi on a demandé à un moment donné que les populations contribuent à sécuriser davantage leur communauté, enfin leur village. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait cette collaboration entre population et forces de défense et de sécurité. Et je pense que cette lutte contre l'insécurité, il faut se le dire, nulle part dans le monde, l'armée seule n'a pu gagner une guerre sans l'accompagnement de cette population. Donc, il faut qu'ici, la population accompagne. Et en accompagnant aussi, il faudrait qu'il y ait ces questions de développement qui soient associées. Maintenant, comment nous attendons toujours, on espère toujours qu'il y aura peut-être autre opération qui puisse, en tout cas, faire tâche d'huile comme ce qui s'est passé l'année dernière. Ben, Monsieur Diallo, vous enchaînez directement sur cette question avant que nous allions sur l'autre qui était plus spécifique. Que pensez-vous de la tenue des élections? Faut-il y aller ou au regard de la situation, il faut patienter? Oui, bon, mon sentiment est mitigé sur cette question. Le principe des élections, à partir du moment où nous sommes dans un système démocratique, avec un principe des élections à la fin du mandat de l'équipe sortante, oui, il faut s'en tenir à cela. Il faut saluer le fait aussi qu'il y a eu un dialogue politique de l'initiative du chef de l'État, où les partis de la majorité, les partis de l'opposition se sont retrouvés et ont pris ces décisions-là. Mais moi, mon point de vue personnel, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça va être extrêmement difficile de pouvoir. Pour moi, aujourd'hui, je vous dirais que novembre, c'est même très loin. On est en juin. Je prie Dieu que tout se passe bien et que les choses s'améliorent dans notre pays. Mais pour moi, c'est difficile de me projeter sur le mois de novembre. Mais déjà, quand je regarde la situation des déplacés, déjà avec les révisions des listes électorales, on a vu qu'il y a des provinces entières où on n'a pas pu aller réviser les listes électorales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, a priori, ceux qui ont voté aux dernières élections en 2015 et qui sont sur le fichier électoral, il n'y a pas de problème. Et qui ont encore les cartes. Bon, même ceux qui n'ont pas leur carte, ils peuvent se faire réimprimer les cartes. Ça n'est pas un problème. Mais tous ceux qui n'étaient pas, par exemple, qui n'étaient pas en âge de voter en 2015, et ceux aussi qui sont importants dans notre pays, on ne le mentionne pas ici, qui n'avaient même pas d'extrait de naissance, de document d'extrait de naissance, ne parlons même pas de CNIB. Ces gens-là, l'ONI fait des efforts, l'ONI va dans certaines zones pour le permettre à ceux qui ont maintenant des extraits de pouvoir avoir des CNIB. Mais par exemple, aujourd'hui, ce matin à Dori, il y a eu le lancement de la révision de la liste électorale. Mais dans toute la province du Séno, c'est uniquement dans les communes de Dori, de Bani et de Seitanga que les révisions auront lieu. C'est 3 communes sur 6. Et pour l'instant, on espère que ça va changer et que la CENI pourra revenir. Mais pour l'instant, les provinces entières du Yaga, du Soum et de l'Oudalan sont exclues du processus de révision. Donc, on peut bien parler de démocratie, mais ces gens-là, ce sont des Burkinabés à part entière. Si on n'est pas en mesure d'assurer que ces gens-là puissent voter pour que leur voix puisse compter, c'est difficile. À la rigueur, je me dis que pour les élections présidentielles
où la circonscription est nationale, à la rigueur, on peut prendre des dispositions pour que les déplacés, même partout où ils sont, qu'ils puissent voter. Mais pour des élections législatives, si la situation dans le SOUM ne s'améliore pas et qu'il n'y a pas de révision, on peut même se poser des questions sur la constitutionnalité de ces élections-là. Je ne suis pas juriste. Peut-être que le docteur a déjà commencé à faire des recherches là-dessus. Bon, il y aura d'autres juristes pour se poser des questions. Mais moi, quand je regarde ces populations-là, aujourd'hui, par exemple, quand je dis qu'aux populations de la commune de Falaguntu, de la population des communes de Sampelga et ailleurs, de Gorgadji, qui ne sont pas concernés par la révision, mais c'est quelque part même tous ces gens-là avec lesquels on a besoin de construire cet esprit d'État-nation, qu'on est tous burkinabés, qu'on est tous égaux. Mais bon, voilà, malheureusement, vous, chez vous, là-bas, il y a l'insécurité, donc vous n'êtes pas concernés. Quel est le signal qu'on envoie? Quel est le signal qu'on envoie à ces populations? Et imaginez-vous si la situation, on souhaite que ça s'améliore, mais quand on va arriver aux élections locales, comment ça va se passer? Ou la circonscription, à ce moment, c'est la commune. Présidentielle, encore, ça va. Législative, vous pouvez dire peut-être que les déplacés qui sont dans leur même province, vous pouvez les faire voter, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont changé et ceux qui ont dû aller se réfugier ailleurs, comment vous allez les faire voter pour les élections législatives? Oui, les communes qui n'existent plus. Votre questionnement est bien compris. L'autre question qui vous était adressée, c'est sur la question sécuritaire concernant directement Dori. On a vu les communes environnantes qui ont été attaquées. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan militaire, on peut dire que la commune de Dori, bon, cela ne relève bien sûr pas de vous, est prête à faire face à une quelconque attaque? Bon, la commune de Dori, c'est différent de la ville de Dori. Il faut saluer les efforts des forces de défense et de sécurité. Au niveau de la ville de Dori, nous avons quand même des infrastructures militaires qui sont assez consistantes, qui sont assez présentes. Et à partir de Dori, elle mène beaucoup d'opérations. À partir de la ville de Dori, elle mène beaucoup d'opérations à l'intérieur de la commune, comme dans les communes voisines, même dans d'autres provinces. Mais bon, on ne sait pas à quel sens se vouer. On ne sait pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste des questions sécuritaires. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a aujourd'hui comme dispositif sécuritaire, si c'est suffisant pour sécuriser la commune, la province ou à long terme. Mais on est obligé de prendre ces questions-là en compte. Comme je l'ai dit, on a beaucoup de déplacés. D'habitude, c'était des déplacés qui venaient des communes voisines, mais maintenant, aujourd'hui, on a même des déplacés de l'intérieur même de notre commune. Ça cause beaucoup de difficultés sur l'accès, ne serait-ce qu'aux services sociaux de base. Ne serait-ce que les statistiques officielles, c'est un forage pour 300 personnes. Mais quand vous avez des milliers de personnes qui arrivent du jour au lendemain, et vous ne savez même pas, ce n'est pas des gens qui vous appellent, qui vous préviennent, on va venir. Du jour au lendemain, nuitamment, vous voyez des véhicules qui arrivent à l'intérieur de la ville, des camions qui arrivent, des tricycles qui arrivent, avec des gens, parce qu'il y a eu une attaque dans leur zone, qui sont obligés de venir se réfugier. Donc c'est incontrôlable. Il n'y a aucune manière scientifique d'appréhender ce système-là. Il faut saluer les efforts. Il faut saluer les efforts du gouvernement. Il faut saluer les efforts des partenaires internationaux, des organismes nationaux aussi. Mais ils ont certainement des limites aussi. Ils ont des limites objectives en termes de mobilisation. Parce que c'est des gens aussi qui sont obligés d'aller mobiliser des ressources ailleurs. Et ailleurs aussi, le monde est plein de problèmes. Donc même eux-mêmes, leur capacité de mobilisation de ressources est réduite, surtout avec le coronavirus et tous les autres problèmes qu'il y a aussi ailleurs. Donc dans ce contexte-là, vraiment, il faut prier. On demande à tout le monde, toutes les obédiences, de prier le bon Dieu, mais chacun n'a qu'à aussi essayer de faire sa part, et on espère que la situation va s'améliorer. Mais je ne veux pas paraître trop pessimiste, mais tout peut nous échapper. Tout peut nous échapper. Les contrôles que nous avons sont très fragiles. Malgré tous les efforts, malgré tous les sacrifices, les contrôles que nous avons sont très fragiles et personne ne peut vous dire de quoi
la semaine prochaine, le mois prochain seront faits. C'est pour ça que moi, je n'ai même pas envie de me prononcer sur les élections, parce que je dis, mais je ne sais même pas comment on va arriver là-bas déjà. Rien qu'au poste de police à la frontière du Niger, à 40 km de Dori, il y a 2-3 jours, il y a eu des attaques. On a perdu des citoyens là-bas qui ont été abattus par des terroristes. Et même un commissaire de police de l'autre côté, au poste frontalier, un commissaire de police du Niger qui a été tué. Ça, c'est 40 km de Dori. Donc imaginez-vous, par exemple, la commune de Setanga, qui est voisine de ce poste-là. Comment ils vivent, comment ils se lèvent, comment ils planifient, comment ils s'organisent. Tout est aléatoire, tout est illusoire même. Et dernière question, dans ces conditions, quel sentiment observez-vous au sein de la population Peul face à toutes ces attaques? C'est une question qui nous a été posée. Oui. Vous savez, moi je pense déjà même qu'on s'asseye et puis qu'on parle de la communauté Peul ou de la communauté Gourmand-Chima ou de la communauté Oumassi, c'est que quelque part on a échoué. Moi je suis né à Ouaga, je suis né à Dapoya, jusqu'à ce que j'atteigne un certain âge, je ne pouvais pas vous dire qui est Peul, qui est Moussi, qui est Dula. Moi, je parlais facilement Dula, j'ai grandi avec des Dula. La cohésion qui existait là, le tissu social était tellement fort que la question communautaire n'a jamais pris les devants. Donc déjà qu'on en arrive là, c'est un échec. Mais effectivement, il y a un ressentiment au niveau de la communauté Peul aujourd'hui face à tout ce que nous voyons, face à tout ce que la communauté vit, surtout avec les problèmes sécuritaires. Il y a un repli identitaire qui est regrettable, qui est très dangereux. Je me souviens quand j'étais au lycée, j'avais un professeur d'histoire qui m'a dit que le nationalisme est une bombe à retardement. Ça, c'était au lycée français d'Alger en 92. Effectivement, c'est une bombe à retardement. À chaque fois que vous demandez aux communautés de se retirer sur elles-mêmes pour s'assurer leur survie ou leur sécurité, donc vous ne parlez plus de nation. Et quand vous ne parlez pas de nation, vous fragilisez le pays entier. Mais je me réjouis quand même que dans certaines zones quand même de notre pays, on n'a pas ce problème. Les communautés vivent encore en symbiose. Mais là où il y a des problèmes, là, il faut vite régler ces problèmes avant que ça ne s'empire. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème lié à un groupe ethnique dans ce pays. Non, pas du tout. Nous avons beaucoup de mariages intercommunautaires, comme l'a dit le maire de Kantchari. Nous avons beaucoup de zones où les gens cohabitent. Les églises et les mosquées cohabitent. Vous rentrez dans une église, vous entrez dans une mosquée, vous avez des dialogues, des Ouedraogo, des Bari, des Somda, vous avez tout le monde là-bas. Ça existe encore dans notre pays. Donc là où ça existe, il faut renforcer, il ne faut pas attendre que ça aille en lambeau avant de venir se soucier de ça. Et là où il y a des problèmes, comme je disais tout à l'heure, trouvez vite les solutions. Expliquez aux gens que le problème n'est pas lié à un groupe ethnique. Ça n'a rien à voir avec les groupes ethniques. Mais chacun doit jouer sa partition, chacun doit jouer ce rôle pour que ce tissu social-là, cette cohésion sociale-là, que nous puissions le recoudre là où il a des difficultés et le solidifier là où il n'a pas de difficultés. C'est comme ça que notre nation a été bâtie. Moi, mon grand-père, Arba Aladiogo, on a baptisé une rue à Dapoya en son nom. Parce que lui, en 1947, il faisait partie, avec les chefs coutumiers, on travaillait pour la reconstitution de la Haute-Volta. À l'époque, mais on n'a pas dit non, lui c'est un Peul, donc laissez-le de côté. Beaucoup d'autres aussi ont participé à ça, ainsi de suite. Mais pourquoi aujourd'hui on en parle? Pourquoi aujourd'hui on en parle à ce point? C'est quelque part on a échoué. Mais on a échoué, mais ça peut être pire que ça. Ça peut être pire que ça. On ne le souhaite pas pour notre pays. On a vu ce qui s'est passé au Rwanda. On ne le souhaite pas pour notre pays. Mais si seulement s'asseoir dans son salon avec sa bouteille d'eau minérale, avec sa climatisation et dire non, ça ne peut pas se passer. Ouais. Ça va venir nous trouver là où nous sommes. Que vous soyez à Ouaga ou à Bobo ou à Fara ou ailleurs, les problèmes que vivent nos communautés ailleurs, il faut s'identifier à ces communautés. Il faut s'associer à ça. Ce n'est pas seulement, comme vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement envoyer un sac de riz pour les déplacer, contribuer, et puis après se pavaner, oui, j'ai contribué. Non, ce n'est pas ça. Il faut tous s'investir. Mais il faut tous avoir le courage de prendre la parole et de parler. Quand il y a ces genres de problèmes, il faut que tout le monde parle. Tout le monde, intellectuel ou pas, que tout le monde, chef coutumier et chef religieux, que tout le monde parle. Que tout le monde dénonce ce qui se passe et que tout le monde aille dans sa communauté pour dire à sa communauté le problème là, on est en train de se tromper. Il faut que tout le monde ait le courage. Mais combien de personnes parlent aujourd'hui? Combien de chefs coutumiers prennent la parole pour dénoncer ça?
Ce n'est pas des décrets en Conseil des ministres ou des décrets présidentiels qui vont renforcer la cohésion sociale dans notre pays. Mais tous ces gens-là qui ont le courage d'aller pendant les élections pour se faire élire maire, se faire élire député, se faire élire ainsi de suite. Mais ces gens-là, quand il y a des problèmes comme ça, mais il faut que tout le monde parle. Il faut que chacun reparte dans sa communauté et dise qu'il a un rôle à jouer pour la cohésion sociale au niveau de sa communauté. Ce n'est pas seulement se réfugier, il y a l'insécurité chez moi, donc je reste à Ouaga, dans ma villa climatisée. Ça va venir te trouver dans la villa climatisée, là où tu es. Et il n'y aura pas de solution à ce niveau. Que Dieu nous empêche d'en arriver là, mais si on ne joue pas notre rôle, ça va se passer. Malheureusement, il faut le dire. On est sur un problème très sérieux sur la question des conflits communautaires. Il y a effectivement une sorte d'affaissement de la résilience communautaire, de la mixité communautaire, de la convivialité communautaire que nous avions dans notre pays. C'est problématique. Je ne suis pas sûr, si je ne veux même pas trahir une information, que si on voulait faire aujourd'hui, quand on a pensé à avoir un hôpital Arba Diala à Ouagadougou, il y a eu des résistances de la part de certaines personnes qui n'étaient pas majoritaires, qui étaient des résistances de type ethniciste. Pendant que pour son père, lui, donc le grand-père du député maire, ça n'a pas été le cas. Donc ça veut dire que historiquement, on est en train de s'affaisser, c'est un problème. Il y a un mot qu'on n'a pas suffisamment prononcé, peut-être qu'on n'a pas prononcé ce soir, qui est important, c'est la justice. Si vous voulez empêcher les communautés de se replier sur elles-mêmes, il faut que quand il y a des victimes d'un drame, d'un crime, même si la justice est lente, que les gens aient la conviction qu'elle va se faire et qu'elle est mobilisée. S'il n'y a pas cela, vous ne pouvez pas faire un discours républicain, un bavardage, et puis obtenir que les gens ne fassent rien. Ça, c'est un problème majeur qu'on a. Peut-être juste également un dernier mot sur les élections. Quand je dis que nous sommes dans... La société politique semble nous donner le sentiment qu'elle est dans la patrie ou la mort, nous voterons. Je vois qu'il y a effectivement quelques personnes qui ne sont pas d'accord dans la société politique, mais observez que toutes les principales formations politiques, à travers leurs leaders, ont dit on va aux élections et tout de suite, il n'y a rien à faire, il faut qu'on y aille. J'ai le sentiment que le pouvoir politique, et le pouvoir actuel est sûr qu'il ne va pas perdre les élections, que l'opposition est certaine que l'insécurité est là, elle peut gagner les élections. Donc tout le monde est convaincu qu'on doit y aller maintenant, même dans les conditions catastrophiques. Cela dit, je ne veux pas dire que c'est facile, c'est une question extrêmement difficile. Ce qui me préoccupe, c'est comment cette question des élections est vraiment mise au top de la part de certaines personnes, y compris en ne considérant pas la situation d'insécurité nationale. C'est ça qui est mon problème là-dessus, parce qu'elle va déboucher sur un problème plus grave, qui est lequel? Plusieurs problèmes, mais un problème qu'on ne signifie pas. Aujourd'hui, la situation à l'Est et dans le Sahel et dans d'autres parties du pays est liée à un délaissement de ces régions par les politiques économiques et sociales, à un pouvoir politique faible de ces régions. Quelle va être la situation de demain si ces régions on peut participer aux élections? Ils n'ont pas de représentants. S'ils n'ont pas de représentants renouvelés, quelle va être la situation si ces régions n'ont même pas eu de promesses électorales? Quand on a des promesses électorales, on n'est même pas sûr de les tenir. Si elles ne les ont pas du tout reçues, quelle va être la situation? Donc je pense que c'est une question très sérieuse. Je ne suis pas en train de dire zappons les élections, c'est un problème, mais il faut aujourd'hui considérer la situation d'ensemble du pays qui fait qu'on doit y réfléchir et ne pas aller à ce qu'on a fait avec le recensement. Parce que le recensement, objectivement, moi je suis un chercheur, j'utilise les produits du recensement comme toute personne intéressée à ces questions, même pas seulement les chercheurs, mais je ne vais jamais utiliser les résultats de ces recensements. Tout le monde sait que ce n'est pas un recensement national général de la population et de l'habitat qui s'est passé. On savait très bien que ce n'était pas possible. Cet enfermement à faire ces recensements de façon complètement schizophrénique, j'ai peur que ça se passe ainsi sur les élections et que ça produise d'autres problèmes. Il y a une question qui a été posée sur les mines. Je vais finir mon propos sur ça. C'est une très bonne question. Que nous la répétons pour ceux qui nous suivent. Est-ce qu'on peut faire nation aujourd'hui sans tenir compte, sans avoir un contrôle sur les ressources, sur les richesses minières et surtout sans leur juste partage entre toutes les entités qui composent ce pays? Nous sommes en train de produire une étude qui va sortir dans maximum 2 semaines sur l'économie politique des mines au Burkina Faso, à l'Institut Free Afrique, et on le fait 5 ans après avoir contribué avec une étude sur le vote du nouveau code minier. On a un code minier qui est très progressiste, qui a mis des recommandations importantes, qui a mis des articles très importants pour que les bénéfices des mines aillent davantage aux communautés, notamment l'institution d'un fonds de développement local.
avec une contribution importante des mines qui doivent y mettre 1% de leur chiffre d'affaires. En réalité, il y a deux choses qui font que ce fonds, qu'on a pensé en 2015, est d'une pertinence extraordinaire aujourd'hui. La première chose, c'est l'insécurité. Puisque nous sommes en train d'expliquer que l'insécurité complexifie les problèmes des collectivités territoriales, leur prive des moyens, pendant que plus que jamais, ils ont besoin de moyens pour faire des puits, des forages, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que la question des ressources de ce fonds est d'une actualité extraordinaire. Deuxième chose, c'est la récente pandémie. La Covid fait qu'on va vers une crise économique mondiale, en gros. On ne sait pas l'allure que ça va prendre, mais notre continent va être très affecté par plusieurs niveaux, parce que l'aide au développement va baisser, parce que même les transferts de nos compatriotes de la diaspora vont baisser, même la demande économique va baisser. Donc notre croissance économique va baisser de façon importante. Donc dans ces conditions, le cours de l'or est de plus en plus élevé. Donc c'est une extraordinaire opportunité que ce fonds de développement local, parce que la contribution des mines peut être beaucoup plus importante, parce que les cours vont être plus importantes. Parce qu'en gros, quand l'économie se porte mal, l'or peut être une valeur réfugiée. En conséquence, le cours de l'or augmente. Ce qu'on trouve tout à fait curieux, c'est que le gouvernement, c'est mon sentiment, a traîné autant dans l'opérationnalisation de ce fonds, a même marchandé avec des sociétés minières. C'est une enquête parlementaire, bien sûr, dans son rapport préliminaire, qui le dit, mais nous, on le sait également à travers nos recherches, qu'il y a même des ressources importantes qui ne seront pas dans ce fonds de développement minier, parce que le gouvernement a signé des arrangements avec ces sociétés minières pour que leur responsabilité sociale des entreprises soit davantage considérée. Ce qui n'est pas l'esprit de la loi, hein. Ça pose un problème. Mais ce que je veux dire par là, pour être dans la perspective de qu'est-ce qu'il faut faire, il faut effectivement aller au plus vite. Une commune comme Dori a réussi l'équivalent d'un petit milliard sur le fonds de développement local, parce qu'il y a une mine là-bas. Non, pas Dori. Hein. Pardon, j'ai dit Houndé. J'aurais bien voulu que ce soit mon ami Aziz qui l'ait. Que Dieu t'entende. Enfin, oui, c'est la commune de Houndé. Une commune comme Houndé, je pense, a reçu quelque chose comme 800 millions, pendant qu'elle devait recevoir quelque chose comme 1,5 milliard. Si mes chiffres, je dis les chiffres de tête comme ça. Mais c'est pour expliquer que ça peut être effectivement une ressource très importante pour ces communautés. Et c'est là vraiment que peut se jouer une résilience importante. Si ce fonds de développement minier, qui n'est pas seulement dédié aux communes qui reçoivent les mines, il y a aussi une partie qui va à l'ensemble des communes. Si ce fonds de développement peut permettre réellement d'accroître les ressources allouées aux communes, aux collectivités territoriales, mais aussi leur laisser les marges de manœuvre de décider où se trouve la pertinence des décisions. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez d'un plan d'investissement et ainsi de suite. Quand le maire voit que sa population a triplé en une année, ses priorités sont tout à fait changées. Il lui faut davantage de latitude, de marge de manœuvre politique pour déterminer quel est le bon usage à faire. Donc je suis tout à fait d'accord. La question des ressources minières devient une question d'autant importante parce qu'on va vers une crise économique sévère pour l'ensemble du continent, voire de la planète. Et en conséquence, les ressources se raréfiant, il faut qu'on aille vers nos ressources qui vont augmenter, encore une fois, parce que le cours de l'or, on espère, va rester toujours élevé, pour qu'on puisse avoir les ressources pour régler les problèmes importants auxquels font face les communautés. Parce qu'encore une fois, si on n'amène pas des ressources au niveau local pour essayer de construire des perspectives de prospérité, les gens vont s'entretuer et on va colorer ça par l'ethnie. On va dire c'est les Peulés, les Mossis qui ne s'aiment pas. Mais en réalité, c'est la compétition économique qui est devenue tellement âpre qu'elle est insoutenable. Merci beaucoup. Je pense que pour cet après-midi, cet atelier Praxis, nous allons nous arrêter là. Aujourd'hui, il était question de réfléchir ensemble, de construire ensemble dans cet espace bien chaleureux de Villa Irusuma sur comment faire nation face à l'insécurité terroriste, sanitaire, socio-économique. Donc il a été question de trouver ensemble des solutions sur les problèmes multidimensionnels du Burkina Faso et nous avons eu comme discutant monsieur le maire de la commune de Kantchari dans l'est du Burkina, monsieur Fidel Woba et aussi monsieur le maire de la commune de Dori dans la région du Sahel, M. Aziz Diallo, et bien sûr Free Afrique qui nous permet d'organiser tout cela avec son directeur exécutif, Dr Sabouga Ouedraogo. L'idée, vous l'avez vu, c'est que le débat continue chez vous à la maison, dans vos différents lieux d'amitié, pour parler communément au Burkina Faso, dans vos grains, pour qu'ensemble nous trouvions des solutions pour notre pays qui en a besoin, et où surtout maintenant chacun doit s'engager pour tenir ferme ce pays
qui en a tant besoin. Bonne soirée et merci à tous et à la prochaine rencontre sur les ateliers Praxis. Au revoir.